Je dirais que l'industrialisation est l'alpha et l'oméga du développement. C'est à partir de la révolution industrielle que l'Occident a créé un gap entre son niveau et le niveau des autres pays. L'agriculture se nourrit de l'industrie, tout comme l'industrie également se nourrit de l'agriculture. C'est grâce à la mécanisation que l'agriculture produit le nécessaire pour nourrir des milliards d'habitants. Si aujourd'hui on continue de cultiver à la daba, à la houe, je ne suis pas sûr qu'on pourrait nourrir les 8 milliards d'habitants. Et donc quand vous mettez en face alors une population qui périt dans la misère et des dirigeants qui sont poursuivis pour bien mal acquis, vous comprenez que le problème de l'Afrique est fondamentalement un problème de gouvernance. Moi, la bonne gouvernance, c'est une gouvernance qui est en direction de la majorité, une gouvernance donc qui est orientée vers la satisfaction des besoins des populations. On parle de gouvernance publique, c'est-à-dire une gouvernance qui sert le public. Mais si la gouvernance sert plutôt le gouvernant que les gouvernés, vous êtes d'accord avec moi qu'il a un problème. L'Afrique est pauvre. Pourquoi que je dis que l'Afrique est pauvre? Ça va choquer certaines personnes qui disent que l'Afrique est riche. Ceux qui disent que l'Afrique est riche, ils font référence aux richesses du sous-sol. Du sous-sol, oui. Alors que vous êtes d'accord avec moi qu'à la fin de la journée, ce ne sont pas les ressources du sous-sol qu'on mange. Quand on prend la production économique de l'Afrique, elle est faible. Notamment, elle est comparable ou inférieure à celle de pays tels que l'Angleterre. Mais chez nous, déjà, il y a des problèmes pour prélever l'impôt puisque plus de 85% de la vie économique est informelle. Et également, il y a des déperditions puisque vous savez que la gouvernance n'est pas optimale, si bien que même quand l'État arrive à percevoir 100 milliards d'impôts, dans ces 100 milliards, ce n'est pas tous ces 100 milliards qui vont aller construire des écoles et des hôpitaux. Malheureusement, à cause des inefficacités de la gouvernance, il y a une partie de cet argent qui va disparaître. La bonne gouvernance suppose donc une gestion rigoureuse des ressources. Si on a pu collecter 100 milliards, tous ces 100 milliards doivent aller pour améliorer les conditions de vie des populations. Et vous allez voir que plus l'argent collecté sert à financer réellement les besoins des populations, il y aura une meilleure confiance entre le peuple et les dirigeants. Et quand il y a une meilleure confiance entre le peuple et les dirigeants, c'est là maintenant que l'État peut prélever plus d'impôts parce que les gens ont confiance. Je ne donne pas mon argent à l'État si je n'ai pas confiance en l'État. Donc plus l'État va montrer qu'il y a de la bonne gouvernance, plus les gens seront enclins, les citoyens seront enclins à donner l'impôt. Un système de bonne gouvernance, c'est un système dans lequel les dirigeants viennent rendre compte aux populations. Un système de bonne gouvernance suppose la transparence. Il faut également ce qu'on appelle la participation citoyenne à la vie publique. Il faut également avoir une justice qui soit transparente, avoir des médias qui soient actifs pour donc relayer l'information, la bonne information. Donc si on a tous ces ingrédients, on parle de bonne gouvernance. Donc les gens ont une vision très réductrice de la démocratie. La démocratie, ce ne sont pas juste les élections. Si vous faites les élections et que vous enlevez tous les 5 éléments que je viens de citer, on n'appelle pas ça une démocratie. Donc ça montre qu'il y a des Africains qui croient à la démocratie. C'est vrai qu'il y a des individus qui ont de la vertu. Et c'est très bien. Dans une société, si on trouve des individus, des leaders qui ont de la vertu, c'est très bien. Ce qu'un pays doit faire, c'est essayer d'inscrire la vertu dans les institutions. En fait, il y a d'un côté le pouvoir, et il y a de l'autre côté les contre-pouvoirs. Et lorsque nous sommes en démocratie, on renforce les contre-pouvoirs. Si un dirigeant se trouve avoir un pouvoir absolu, il risque d'écraser son peuple. Il faut que chacun de nous soit donc un gardien de l'état de droit, un gardien de la Constitution, de telle sorte que le dirigeant ne puisse pas faire des choses qui vont à l'encontre de la Constitution. Seul, on ne peut pas changer le monde. Allons chercher cette majorité d'Africains qui croient en l'éducation, qui croient en la bonne gouvernance, qui croient en la technoscience et essayons donc d'imposer ces 3 axes dans le débat public africain. Pendant ces 9 ans, nous avons porté par exemple des causes sur l'entrepreneuriat des jeunes, sur l'éducation, sur l'économie. On a fait beaucoup de propositions que nous avons amenées dans le débat public et on essaie de pousser ces propositions. Le leadership, par définition, c'est tout simplement de l'influence. Parce que je crois aussi que le leadership est une solution aux problèmes que rencontre le monde. Partout dans le monde entier, là où il y a des besoins, là où il y a des défis, il y a une nécessité de construire des leaders qui vont relever ces défis-là. Le déficit en matière d'industrialisation s'explique par plusieurs raisons. Déjà, il faut se dire que pour développer l'industrie, il faut donc déjà l'école, l'éducation, parce que les ingénieurs, les techniciens, les chercheurs qui inventent et qui maîtrisent la technologie, ils viennent de l'éducation. Il faut le financement. On ne construit pas de grandes usines sans le financement. Il faut également les infrastructures. Sans capitaux, il faut de l'énergie. Il faut des routes pour convoyer donc les produits, les marchandises, l'accès au marché à travers les infrastructures. Il faut également donc protéger les industries naissantes. Et tant que rien n'est fait pour vraiment identifier l'industrialisation comme priorité, on aura du mal à avancer. Donc, les services, c'est bien, mais aucun pays ne s'est développé seulement avec les services. Il faut de l'industrie. Certains économistes qui trouvent que le franc CFA pose problème. Il y a des économistes qui trouvent que le problème de l'Afrique francophone ne réside pas dans le franc CFA.
Alors, je ne suis pas économiste, donc j'avoue que je n'ai pas un avis tranché là-dessus, vu que les experts eux-mêmes n'arrivent pas donc à se situer de façon unanime. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a des pays qui ont le franc CFA, des pays qui n'ont pas le franc CFA et qui ont à peu près des niveaux de développement équivalents. Donc pour moi, si le franc CFA était si décisif que cela, on devait sentir une différence majeure entre les niveaux de développement. Donc oui, le franc CFA peut jouer. Je ne dis pas que le franc CFA ne joue pas. Le franc CFA peut jouer, mais à mon avis, ce n'est pas le facteur déterminant. Sinon, les pays francophones qui n'utilisent pas le franc CFA, ou bien les pays de façon générale africains qui n'utilisent pas le franc CFA, seraient beaucoup plus développés que ceux qui utilisent le franc CFA. Mais grâce à l'éducation, on pourra développer la technologie. Grâce à l'éducation des populations, on pourra aboutir à la bonne gouvernance. Le message serait celui de s'instruire, celui de s'éduquer, de se former, de lire, de comprendre le monde. Il faut comprendre comment marche le monde. Quand vous êtes éclairé, prenez cette lumière, éclairez votre quartier, éclairez votre village, éclairez vos amis et ensemble, essayez de porter un projet citoyen pour barrer la route à la malgouvernance et promouvoir donc la bonne gouvernance, promouvoir la science et la technologie dans votre pays.